Donc bonjour à tous, Polygone est fier de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série Les grandes entrevues présidentielles de Polygone, dont le but est de questionner l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui, pour la troisième interview, nous avons l'honneur de recevoir Madame Nathalie Arthaud, candidate pour Lutte ouvrière, afin d'évoquer son projet politique. Madame Arthaud, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous interroger sur votre programme et votre vision pour la France. Vous êtes agrégé d'économie, professeur au lycée, et vous avez été investi pour la première fois par votre parti Lutte ouvrière en 2010 pour l'élection présidentielle de 2012. Et vous vous présentez pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Nous allons donc commencer par le thème de la lutte, cher à votre programme. Dans une interview donnée à France Inter en octobre dernier, vous avez dit, pour marquer votre différence avec les autres candidats de gauche, « Je ne cherche pas à gérer cette société capitaliste, je cherche à la renverser ». Votre parti défend sa filiation trotskiste, mais croyez-vous toujours dans la lutte des classes et la pensez-vous toujours possible ? La lutte des classes, c'est tous les jours. Tous les jours, quand on appartient au monde du travail, quand on va travailler à Amazon, mais aussi quand on va travailler à l'hôpital, aujourd'hui, quand on va travailler dans n'importe quelle entreprise, c'est sans cesse la nécessité de se défendre, de défendre ses conditions de travail, défendre son salaire, défendre ses droits. Voilà. Et c'est ça la lutte de classe. La lutte de classe, à l'échelle même de la société, eh bien, ce sont ces réformes-là incessantes qui font reculer, par exemple, les droits des chômeurs. Voilà, qui font reculer les retraites, alors même que dans la société, une minorité concentre de plus en plus de richesses, de plus en plus de possibilités. Voilà, donc c'est ça la lutte de classe. Et effectivement, nous, clairement, nous positionnons dans le camp de ceux qui sont exploités et qui ont intérêt à changer la société. Et je pense qu'en effet, cette société, il faut la changer. Il y a urgence absolue parce qu'on court à la catastrophe sur tous les... Qu'on regarde du côté de la crise climatique, qu'on regarde du côté de cette crise économique, des bruits de bottes aussi il y a urgence à changer cette société. Alors vous avez donc une approche de l'économie très étatiste dans votre programme, mais quelle place donnez-vous à l'initiative privée dans votre société ? Ce que je constate, c'est que le capitalisme a développé des forces productives mais incroyables. Enfin, voilà, et d'ailleurs, ça c'est source pour nous d'optimisme, de voir qu'on a été capable de progresser et d'inventer des manières de produire très efficaces, très bien organisées. Quand on regarde ces grandes multinationales, on se dit que voilà, on a atteint un niveau effectivement de productivité, tant mieux, parce que tout ça, ça économise normalement du temps de travail. Mais donc, on travaille de plus en plus collectivement. C'est-à-dire que ces grands groupes, ils sont organisés à l'échelle mondiale, c'est des centaines de milliers de salariés, une grande chaîne finalement de travailleurs, donc on produit déjà de façon collective. Ça, c'est un fait. Et nous pensons qu'on devrait diriger aussi ces multinationales de façon collective. Voilà. Vous voyez, le marxisme, c'est pas, parce que je me revendique de Marx, c'est pas un projet sorti d'un cerveau, particulièrement perspicace et visionnaire. C'est simplement le constat que le capitalisme, l'industrialisation, l'internationalisation de l'économie allaient conduire à une société de plus en plus socialisée, c'est-à-dire organisée de façon collective. Et donc, la logique, y compris démocratique, la logique correspondant aux intérêts de chacun, c'est qu'ensemble, on puisse aussi prendre les décisions. Voilà, donc Marx expliquait qu'il fallait... finalement, que d'abord le communisme était l'étape qui allait suivre de façon quasi naturelle le capitalisme. Il s'agissait de faire en sorte que cette propriété capitaliste, au lieu d'être privée, devienne collective. Donc c'est une vision bien plus large que l'étatisme dont on parle aujourd'hui. Mais du coup, pour revenir à quelque chose de plus concret, pour l'initiative privée, est-ce que les acteurs économiques auront toujours de la place dans votre société ? Donc nous pensons que les acteurs économiques, d'abord, c'est pas seulement le petit boulanger ou l'artisan. Les acteurs économiques, il faut aussi englober les ouvriers, les employés, les techniciens, les ingénieurs, enfin voilà, tous ceux qui font tourner la société. Et nous pensons que voilà, il faudrait collectiviser les grands moyens de production et faire en sorte que tous ceux qui prennent part au processus de production aient leur mot à dire aussi. Qu'on puisse d'ailleurs tous ensemble, dire nos besoins,
dire nos besoins, qu'on puisse les recenser, qu'on puisse les mesurer et que l'on s'attache à mettre en face de ces besoins les moyens de les satisfaire. Et donc ça veut dire planifier, au moins planifier le système productif pour répondre au minimum aux besoins vitaux, aux besoins essentiels de toute la population, de la planète. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut raisonner aujourd'hui. Voilà, alors ça n'empêche pas l'initiative privée. Ça n'empêche pas que, d'abord, on peut imaginer effectivement des entreprises qui fonctionnent de façon autonome, indépendante, etc. Et je pense en fait que dans une société de ce type-là, où justement il n'y aura pas cet obstacle-là de la propriété privée capitaliste, l'appropriation des capitaux, je pense que l'initiative de chacun aura beaucoup plus la possibilité de se déployer dans ce type-là de société. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que le capitalisme, c'est, le must pour que se déploie l'initiative individuelle et privée, mais la réalité, c'est que c'est, réservé à ceux qui ont des capitaux, à ceux qui ont l'argent. Parce qu'il y a bien des jeunes, et moi j'en connais des jeunes qui ont envie de faire un tas de choses, mais qui sont bloqués parce que justement, ils n'ont pas cet argent, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la possibilité même d'aller demander un prêt à une banque. Donc même cette initiative-là, vous voyez, dont on dit que le capitalisme l'assure, c'est pas la réalité. En tout cas, c'est une réalité qui est réservée, comme toujours, à une minorité qui concentre l'argent. Pour rester sur des questions économiques, vous proposez une augmentation du SMIC pour le porter à 2 000 € par mois, ainsi qu'une indexation des salaires sur l'inflation réelle. Comment prévoyez-vous de financer cela ? Avec l'argent qu'on utilise aujourd'hui à financer les dividendes incroyables, voilà, avec ces dizaines, ces centaines de milliards qui vont aujourd'hui dans les poches de quelques grands actionnaires. Quand vous voyez qu'il y a 50 milliards de profits sur un semestre, je parle là des entreprises du CAC 40, ça nous donne des possibilités, bien sûr, pour augmenter les salaires. On peut prendre entreprise par entreprise, mais vous voyez rien que le groupe PSA Stellantis, Peugeot Stellantis, ils ont réalisé 6 milliards de profits sur un premier semestre. Il n'empêche qu'ils continuent de bloquer les salaires. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vous êtes salarié, vous êtes intérimaire dans une des usines PSA, alors que vous travaillez en équipe, à 1 500 €. À 1 500 €. Bon, donc ça, c'est pas possible. Et il faut dire stop. Il faut dire stop avec ce système qui aspire l'argent à un pôle. Donc nous, notre chiffre, comment nous l'avons défini de 2 000 €? Nous l'avons défini tout simplement à partir de nos besoins. Et c'est comme cela que nous voyons la politique. Nous nous plaçons du point de vue des travailleuses, des travailleurs, des salariés, de ceux qui doivent travailler pour vivre. Et simplement, qu'est-ce qu'il faut pour vivre décemment au XXIe siècle ? Nous pensons que 2 000 €, c'est effectivement un minimum pour tout payer et pour avoir une vie décente. Voilà. Donc nous disons, ça c'est nos objectifs. Nos objectifs, c'est de mettre en avant nos intérêts de base, parce que du salaire découlent quand même nos possibilités de nous loger, nos possibilités de se chauffer, de se nourrir, de se déplacer, de s'éduquer, etc. Tout en découle en réalité. Donc pour nous, ça fait partie des choses vitales. Et c'est très simple. Nous disons que si dans cette société, ceux qui la dirigent nous expliquent que c'est pas possible, que c'est un but inatteignable, moi je trouve que ça nous conforte dans notre conviction que cette société-là, si elle n'est pas capable de donner ce minimum-là à ceux qui la font tourner, elle mérite qu'une chose, c'est d'être renversée. Vous voyez ? Sinon, c'est une société, effectivement, où finalement les riches sont faits pour être riches et puis les pauvres pour être pauvres. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc oui, un minimum de 2 000 €. Pour nous, c'est notre ligne de conduite. C'est ceux qui font tourner la société, leurs intérêts doivent être prioritaires, doivent passer par
doivent passer devant tout le reste. Et moi, je suis convaincu qu'une société d'ailleurs qui est incapable de permettre à sa classe productive de vivre dignement, de s'épanouir, c'est une société qui est condamnée de toute façon. Voilà. Alors on en vient maintenant à l'internationalisme que vous défendez dans votre programme, pour des raisons économiques parce que vous expliquez que le protectionnisme ne protège pas du capitalisme, mais aussi pour des raisons plus politiques que l'on évoquera par la suite. Comptez-vous pour autant préserver le libre-échange sans certitude que les autres pays partageront l'internationalisme ? Mais le libre-échange, ça n'existe pas. Enfin, vous voyez, voilà. Le capitalisme, c'est la liberté individuelle, l'initiative individuelle, c'est le libre-échange. Mais tout ça, vous savez, ce sont largement des mots creux. Hein. On est dans une société qui est basée sur les rapports de force. Les rapports de force. Le premier rapport de force fondamental, il est entre la classe capitaliste et le monde du travail. Hein, et il passe par l'exploitation. Ça, c'est le premier rapport de force. Mais ensuite, il y a le rapport de force entre les capitalistes eux-mêmes. Hein. Ça veut dire quoi, le libre-échange avec des entreprises comme Amazon, avec des entreprises comme ArcelorMittal, comme Total? Il est où le libre-échange là? La réalité, c'est que c'est une jungle où c'est toujours la loi du plus fort. C'est ça. Alors, ils se cachent, ils utilisent parfois le libre-échange, parfois le protectionnisme pour défendre leurs intérêts. Mais c'est d'abord ça qu'il faut comprendre, qu'il faut réaliser. Vous savez, je ne sais pas, vous avez un petit magasin de vêtements, vous êtes pris en tenaille entre le propriétaire, le banquier et puis votre fournisseur. Vous ne parlez pas de libre-échange. Hein, ce n'est pas le libre-échange, le capitalisme. Ce n'est pas vrai. C'est des rapports de force. Voilà. Alors après, moi, je suis contre... Moi, je combats la liberté d'exploitation, la liberté de faire des profits, la liberté d'exploiter la planète de façon illimitée, y compris jusqu'à la détruire. Je suis contre tout ça. Hein. Je suis contre la possibilité qu'il y ait une minorité aujourd'hui, une minorité capitaliste aujourd'hui, de mettre la planète, l'humanité en coupe réglée pour ses profits individuels. Voilà comment moi je raisonne. Vous considérez que les frontières nationales au sein de l'Europe entretiennent la domination au profit des plus riches et qu'une révolution menant à l'avènement de l'Union des pays socialistes d'Europe est la première étape avant une reconstruction mondiale des rapports de force, cette fois-ci dominés par les travailleurs. Selon vous, quel rôle devrait occuper la France dans ce projet ? Alors les frontières à l'intérieur de l'Union européenne, en théorie, elles n'existent plus. Hein, en théorie, mais effectivement, là on réalise, y compris on l'a vu avec la crise Covid, mais on le voit aussi quand il y a quelques milliers de migrants qui frappent à la porte de l'Union européenne, hein, on voit qu'il n'y a pas véritablement d'unité et que ces frontières, elles existent bel et bien, et que, y compris les États, hein, la France, l'Allemagne, l'Italie, sont en rivalité, et ils mènent leur politique avec ils raisonnent pour les intérêts de leur bourgeoisie, pour leurs intérêts électoralistes aussi, hein, bien souvent, voilà. Donc c'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc effectivement, l'Union, ce qu'on nous présente comme une union, l'Union européenne n'en est pas une. Elle est ni faite ni à faire. Parce que c'est toujours pareil. Elle a été vraiment... c'est une construction, d'abord une construction commerciale, c'est une construction pour le business, pour les affaires. Hein, c'est d'abord ça. D'ailleurs, elle est née comme ça, avec d'abord le marché commun. Ça a été ça, l'Union européenne. Hein. Et puis, voilà, mais elle... comment dire, elle n'efface pas, hein, ils n'ont pas les moyens de faire disparaître ces rivalités, cette guerre commerciale qui est permanente et qui est congénitale au capitalisme. Donc effectivement, nous pensons que ces frontières-là, comment dire, elles sont complètement dépassées. Elles sont complètement dépassées. Parce que, d'ailleurs, ils sont eux-mêmes dans cette contradiction-là, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise en France, mais même je parle des PME, hein, pour se développer, a besoin d'exporter.
a besoin de vendre au-delà des frontières nationales. Donc le capitalisme, il a besoin de dépasser ses frontières, hein. Et en même temps, il y a les intérêts, hein, des capitalistes de chaque pays qui se raccrochent à son État, qui lui demandent de l'aider, etc. Il y a cette contradiction-là. Bon, nous, on pense effectivement que ces frontières, elles sont dépassées, que l'intérêt des peuples, ça serait qu'elles n'existent plus. Et qu'on raisonne de façon collective. Mais pour ça, en effet, il faut renverser le capitalisme, il faut qu'on prenne le pouvoir, il faut que l'ensemble des travailleurs d'Europe réalisent qu'en fait, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau, on doit organiser la société ensemble. Et en respectant les différences de culture, les différences de langue. Il n'y a pas du tout, c'est pas parce qu'on forme un seul et même ensemble qu'on va voir disparaître toutes ces différences-là. Pour nous, tout ça, c'est tout à fait compatible. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen de véritablement les respecter. Alors pour rester sur des enjeux internationaux, vous dénoncez l'impact du capitalisme sur l'environnement, mais vous vous différenciez de certaines approches écologistes parce que, je cite votre programme, « Nous ne confondons pas la lutte contre les usages qui sont faits aujourd'hui de certaines techniques, comme l'énergie nucléaire ou les OGM par exemple, avec la lutte contre ces techniques elles-mêmes. » Donc c'est la différence, si l'on vous comprend bien, avec Europe Écologie Les Verts notamment, farouchement opposé au nucléaire, mais plus concrètement, quelle politique environnementale comptez-vous mener ? Pour nous, la seule manière d'être écologiste, conséquent, c'est de se dire qu'il faut réorganiser toute l'économie. Il faut la réorganiser de façon à ce qu'elle puisse être véritablement justement organisée de façon rationnelle. Parce que l'économie de marché, l'économie capitaliste, elle est justement basée là-dessus, sur le marché, la loi de l'offre et de la demande. C'est tout sauf de l'organisation réfléchie, rationalisée. Hein. Chacun essaye de tirer son épingle du jeu du marché. Tout le monde a souligné les aberrations, les absurdités qui ont découlé, avec des croisements de mêmes marchandises sur les autoroutes, avec un circuit des marchandises complètement ahurissant. Hein, tout ça pour des logiques de marché, d'offres, poursuivre des logiques de la loi de l'offre et de la demande. Donc nous, effectivement, nous pensons qu'il faut mettre fin au marché et qu'il faut exproprier les multinationales de façon à ce qu'on puisse vraiment contrôler, maîtriser ces superbes moyens de production pour qu'ils répondent d'abord aux besoins de tous. Parce que vous voyez, même ça, dans le système capitaliste, c'est quelque chose qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne cherchent pas à produire pour répondre aux besoins vitaux. Ils cherchent à produire des services ou des biens qu'ils pourront vendre cher et qui leur apporteront, qui maximiseront leur profit, qu'ils soient utiles, qu'ils soient inutiles. Hein. Que ce soit aujourd'hui, par exemple, et la France est un exemple, hein, on va fabriquer des Rafales, on va aller les vendre à l'Arabie Saoudite, 80 Rafales. Alors c'est vraiment c'est un exploit, tout le monde s'en réjouit, etc. Mais moi je pense que c'est une aberration. Je pense que toutes ces usines, ces superbes moyens de production, on devrait les utiliser d'abord pour répondre aux besoins essentiels de la population, hein, pour faciliter leur vie de tous les jours. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de chauffage, il y a des problèmes effectivement de rénovation thermique, etc., etc. On devrait les utiliser à cela. Voilà, et ça serait, oui, une façon à la fois écologique, à la fois rationnelle d'utiliser tous ces moyens-là. Mais pour être en mesure de faire ça, d'utiliser nos immenses moyens technologiques, scientifiques qu'on a entre les mains, il faut précisément exproprier les Dassault, il faut exproprier les ArcelorMittal, les Total, et puis qu'on décide ensemble de ce qu'on en fait.
de ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on produit avec ces immenses moyens de production? Comment on produit? Et là, on pourra prendre en compte les critères, d'abord les critères humains et puis les critères climatiques. On pourra véritablement les mettre en œuvre. Mais sans cela, moi j'entends les uns ou les autres parler de conversion écologique, de planification écologique. Ils vont planifier quoi? Du moment qu'ils n'ont pas entre les mains les outils essentiels de cette économie, que sont les multinationales. Parce que je pense qu'il faut prendre le problème par ce bout-là. Donc voilà, pour moi, effectivement, nous, on a quelque part le programme écologique le plus conséquent, puisque nous sommes pour l'expropriation de la bourgeoisie, nous sommes pour la collectivisation des grands moyens de production et pour leur planification rationnelle, suivant les intérêts à la fois des travailleurs, de la population et de l'environnement. Pour revenir à des questions internes, la représentativité est une question au cœur de votre programme. Vous souhaitez une démocratie directe, je vous cite, permettant à toute la population de participer directement à toutes les tâches administratives, de police et d'exercer un contrôle en permanence sur tous ceux qui effectuent ces tâches. Selon vous, de quelle manière concrète chaque citoyen peut-il contribuer à la réalisation de ces tâches? Effectivement, aujourd'hui, c'est une minorité qui décide de tout, qui contrôle, qui impose, qui commande notre façon de travailler, notre façon de vivre, etc. Nous, on pense que il n'y a aucune justification à ça. Aucune justification à ça. C'est ce pouvoir-là qu'une minorité détient, c'est révoltant. Donc oui, nous pensons que simplement les travailleurs dans les entreprises, vous comprenez, aujourd'hui, ils font tout tourner, ils résolvent un tas de problèmes techniques, ils sont confrontés, il faut qu'ils prennent des décisions, il faut qu'ils prennent des initiatives pour produire, tout simplement, pour répondre aux besoins des clients. Et ça, ils développent une intelligence collective, ne serait-ce que pour faire tourner la société. Nous pensons qu'ils devraient aussi pouvoir décider. Ils devraient pouvoir aussi se réunir pour réfléchir à quels sont les objectifs de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise elle peut faire, comment elle doit travailler, comment elle doit s'organiser. Qu'il devrait y avoir une démocratie dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Et ça, c'est assez simple à faire. Les salariés qui sont regroupés dans une entreprise, ils sont là, ils connaissent le travail, c'est même eux en fait qui le connaissent le mieux. Donc effectivement, simplement, il faudrait qu'ils aient aussi le pouvoir de décision. Voilà, mais moi je dis, c'est des choses très très simples. Dans les entreprises, on imagine très bien que les salariés soient regroupés et puissent aussi avoir leurs représentants. D'ailleurs, ça existe dans les fameuses entreprises, dans les fameuses coopératives, c'est ce mode de fonctionnement-là aussi, où il y a un contrôle, où il y a... mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait que toute l'économie, il faudrait que ce soit la BNP Paribas qui soit en coopérative, qu'il faudrait que Nestlé, que Danone soient en coopérative. Voilà, oui, il y aurait une démocratie réelle là. Et on l'imagine aussi à l'échelle des quartiers. Il y a eu des périodes dans l'histoire, la Commune de Paris, la Révolution russe aussi, où vraiment les comités organisés dans les quartiers étaient agissants. Régler les problèmes de logement, régler les problèmes d'approvisionnement, régler les problèmes de transport directement, sans avoir besoin d'attendre que le pouvoir central daigne se pencher sur les problèmes de la population. Et ça n'arrive jamais. Pour rester sur la représentativité, la place des femmes dans la société est un enjeu majeur dans le débat public. Vous considérez que les femmes sont les premières victimes du capitalisme. De quelle manière les femmes peuvent-elles concrètement pénétrer dans la sphère publique et occuper les hautes responsabilités politiques et économiques ? Justement, quand elles se battent pour leurs intérêts, vous savez, justement, je parlais de la Commune de Paris, je parlais de la Révolution russe, mais je peux vous dire que les femmes, elles ont pris les premières places dans ce combat. La Révolution russe, d'ailleurs, a été déclenchée en février 1917 par une manifestation de femmes. Voilà, une manifestation de femmes qui se battaient pour pouvoir avoir de quoi donner à manger à leurs enfants, pour avoir du pain, tout simplement.
Donc on était en pleine Première Guerre mondiale, hein, et elles se sont mobilisées. Et dans cette vague révolutionnaire, dans ces fameux comités, dans ces fameux soviets, hein, eh bien elles étaient au premier rang. Hein, et quand il y a quand la révolte naît, eh bien tous les carcans sautent. Tous les carcans sautent, y compris les places qui étaient assignées aux uns, qui étaient assignées aux autres, tout ça, ça explose. Et là, les femmes, eh bien oui, elles se retrouvent dans ce mouvement-là, elles prennent leur place et elles se montrent tout à fait capables de diriger, de donner leur point de vue. Hein. Et tout ce conservatisme-là qui est hérité de siècles et de siècles d'oppression de la femme, eh bien, il peut être mis en cause. Donc, nous, on le voit dans les partis politiques où il y a des femmes, dans les syndicats où il y a des femmes, eh bien, oui, elles prennent leur place, elles sont tout à fait capables. Hein. Mais cette société-là, cette société où on nous condamne à l'exploitation, à la précarité, eh bien, oui, les femmes, elles seront toujours reléguées. Elles seront toujours reléguées parce que cette société, elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne avec ce rapport de force, avec ces rapports de domination, et elle les entretient, elle les encourage. Dès qu'il y a cette combativité, eh bien, la société, elle peut partir sur d'autres voies. Donc oui, nous, ça fait partie des... nous sommes convaincus que la femme, elle pourra conquérir, hein, son égalité dans le combat, en menant le combat contre cette société capitaliste, pour changer la société. Alors, pour finir, nous aimerions évoquer la place de la jeunesse au sein de la vie politique et de votre programme. Lors des dernières élections régionales, près de 90% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Comment comptez-vous remobiliser une génération désenchantée par la politique et quel message souhaiteriez-vous apporter à la jeunesse ? Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, hein, que j'ai envie de leur poser la question. Est-ce que c'est dans cette société-là qu'ils ont envie de vivre ? Voilà. Dans cette société-là qui... de crise économique permanente, de guerre commerciale, de concurrence, de compétition permanente. Est-ce que c'est dans cette société-là qui laisse mourir des femmes et des hommes aux portes de l'Europe, qui les laisse en train de se noyer dans la Méditerranée ou dans la Manche? Est-ce que c'est cette société où il y a de plus en plus de racisme, de rejet de l'autre, d'intolérance? Est-ce que ils réalisent, hein, que là, on est en train de détruire la planète et que ça, c'est le résultat de la course au profit d'une société qui est aveuglée par le fric, par la rentabilité. Donc voilà, moi, je veux leur poser la question, est-ce que c'est dans cette société-là que vous voyez vivre, vous, faire des enfants, vous pensez qu'on va... où va-t-on? Voilà. J'ai envie de les interpeller là-dessus. Il faut réfléchir à la façon dont notre société est organisée. Pourquoi, alors qu'on a des moyens incroyables, des possibilités scientifiques, techniques incroyables de satisfaire les besoins de tous, hein, pourquoi n'y arrive-t-on pas? On n'y arrive pas parce qu'il y a une minorité, parce que c'est la bourgeoisie qui domine, c'est sa chasse gardée. Elle les contrôle, elle les accapare et elle empêche cette mise en commun. Vous savez, juste un exemple très, très frappant, hein, mais les brevets sur les vaccins, c'est vraiment le symbole de cette société. Hein, comment des trusts pharmaceutiques sont prêts effectivement à faire passer leurs profits avant la vie humaine. Eh bien, moi, je le dis à la jeunesse, cet exemple-là, c'est en résumé, c'est en condensé l'image du capitalisme. Cette société-là, il faut la renverser. Il faut la renverser et c'est possible. Et c'est possible. Et c'est possible de faire les choses collectivement. Et c'est possible. On les fait déjà collectivement. Il ne manque plus qu'à prendre les décisions collectivement, finalement. Mais pour ça, eh ben oui, il faut viser la collectivisation des moyens de production. C'est-à-dire, il faut dire, eh ben finalement, ces grands moyens de production, ils nous appartiennent à nous tous. C'est le fruit du travail de génération et de génération de femmes et d'hommes. C'est notre construction collective. C'est à nous tous et on doit les prendre en main et on doit les gérer au mieux pour la planète et pour l'humanité tout entière. C'est malheureusement la fin de cette interview. Merci Madame Artaud d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur la chaîne YouTube Polygone ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.